Cher Claude, merci de cette introduction. Chers amis, chers collègues, je vais essayer en quelques minutes de vous raconter l'histoire de la fragilité. Et voilà, ici il y a un conte qui se prépare et de voir en quoi ça concerne les patients nombreux que nous soignons pour l'insuffisance cardiaque. Alors voici mes liens d'intérêt avec les industries des médicaments. Vous voyez que parmi mes parents, il n'y a pas d'employés de ces industries. Alors en fait, si on regarde un peu les évolutions de la gériatrie, en fait, notre spécialité a beaucoup évolué au cours de la seconde moitié du XXe siècle jusqu'à maintenant. Et en fait, elle est née un peu du côté des hospices dans les années 50. Elle s'est beaucoup développée ensuite avec le SSR, la réhabilitation. On a eu la révolution de la gériatrie aiguë dans les années 90. Les soins ambulatoires qui sont venus de plus en plus importants, je dirais, avec le XXIe siècle. Et maintenant, nous sommes à un stade où nous commençons à nous intéresser à la gériatrie préventive. Et si je vous dis tout ça, c'est que la fragilité, c'est véritablement quelque chose qui est au cœur de la gériatrie préventive. Alors, quelle est la philosophie qui est derrière cela ? En fait, derrière cela, il y a une intention de prévenir la perte d'indépendance et de retarder les entrées en institution. C'est un enjeu considérable parce que vous savez que beaucoup de personnes âgées sont exposées à ces risques et nous souhaitons que ça leur arrive le plus tard possible. Et donc la fragilité, c'est une méthode, c'est une technique qui nous permet aujourd'hui de repérer les personnes qui sont les plus à risque de devenir dépendants. Alors bien sûr, ça donne des scores, on va voir tout ça, les méthodes pour les identifier, mais cela n'a de sens que pour essayer de leur éviter cette évolution défavorable. Et comment on le fait ? Donc on complète chez quelqu'un de fragile, on recherche ses points de faiblesse par l'évaluation gérontologique. Et bien évidemment, il faut essayer de renforcer la personne par des actions gérontologiques ciblées sur ses points de faiblesse. C'est globalement la philosophie qui est derrière la fragilité. La fragilité n'a pas de sens en tant qu'elle-même, elle a de finalité que pour l'action gérontologique. Alors voilà le conte dont je vous ai parlé, ça commence dans les années 2001 grâce à cette épidémiologiste et gériatre américaine, donc Linda Fried, qui travaille donc dans la région de New York à l'Université Columbia et qui a publié dans le Journal of Gerontology Medical Science un papier donc qui a fait beaucoup parler de lui en décrivant un phénotype, c'est-à-dire un ensemble de constituants de traits cliniques qui définit la fragilité. Alors, comment elle s'y est prise ? C'est à partir d'une grande étude de cohorte américaine, un peu comme l'étude de Framingham qui a été débutée plus tard, la Cardiovascular Health Study, qui comportait, vous voyez, presque 6000 personnes de plus de 65 ans. Et c'est une étude qui a porté sur des personnes à l'enrôlement qui étaient en relativement bonne santé, c'est-à-dire capables de consentir, capables de se déplacer, vivant au domicile, indemnes de cancer. Et ces personnes ont été suivies plus de 10 ans. Alors en fait, au cours du suivi, Linda Fried a analysé les personnes qui ont eu une évolution gérontologique défavorable, c'est-à-dire survenue d'une dépendance, survenue de chute, entrée en institution, et elle a comparé ces personnes à ceux qui n'avaient pas eu une évolution défavorable à ce titre-là. Et en regardant le profil à l'inclusion de ces patients, dégager des éléments prédictifs de ces événements survenant au cours du suivi. Et c'est ainsi que sont nés le premier profil de fragilité, les gens qui sont à risque de développer donc des chutes, d'entrée en institution ou de voir leur indépendance décliner. Alors, quels sont les critères qui ont été identifiés par cette étude de cohorte ? Eh bien, c'était la faiblesse musculaire, notamment avec un test de préhension. On va revenir après. La notion d'amaigrissement involontaire, le sentiment subjectif d'être épuisé, une diminution objective de la vitesse de marche et puis un faible niveau d'activité physique quantifié avec un questionnaire assez sophistiqué. Et voilà le faire-part de naissance de la fragilité
en donc 2001 et depuis ce sujet a fait beaucoup parler dans les landernaux divers de la gérontologie, de la gériatrie en France et bien sûr et dans le monde. Alors, en fait, avec ces 5 critères, c'était un peu compliqué de s'y retrouver. Et finalement, il y a une stratification qui est très intéressante parce qu'en combinant ces 5 critères, donc Linda Fried a proposé donc de stratifier la population âgée en 3 états. Donc, les non fragiles, qu'on appelle aussi robustes, ils n'ont aucun critère de rempli. Les personnes fragiles qui ont 3 critères remplis ou plus. Et puis, entre les deux, les préfragiles ou les intermédiaires. Et c'est symbolisé un peu avec ces verres, un verre en métal, un verre en cristal, un verre déjà ébréché. Et voilà. Et ce qui est très fort aussi, c'est que cette stratification, elle s'est avérée opérante dans d'autres études de cohorte, c'est-à-dire des études différentes de celles où elle a été établie. Donc il y a maintenant tout un corpus de littérature. Ça a été étudié dans plusieurs études épidémiologiques et ces critères sont robustes. On retrouve à chaque fois que cette stratification a un impact prédicteur. Alors, je vous fais remarquer simplement que, vu la construction de cet indicateur, il n'est pas valable pour les personnes qui sont déjà dépendantes. Ça s'adresse à des gens voilà, relativement mobiles, en bonne santé. Et aujourd'hui en France, c'est des critères qui ont été retenus par notre société savante, la SFGG, et aussi qui ont fait l'objet de recommandations ou de conseils de bonnes pratiques par la Haute Autorité de Santé. Donc véritablement, c'est quelque chose qui est important pour nous. Voici un peu cette symbolique des verres avec un verre déjà brisé qu'on pourrait rapprocher de la dépendance. Eh bien, la fragilité, ses conséquences, on les voit en cas de stress, comme par exemple pour ces verres un choc. Eh bien, voilà, les verres bien solides, ils vont résister. Et alors que si un verre est fragile, il risque de se briser. Et en médecine, ça se traduit par des décompensations. On peut aussi symboliser la fragilité par cette situation. Voilà, la maison, voilà, elle tient, elle est horizontale, bon, c'est sûr, mais on voit qu'il ne faudrait pas grand-chose pour que ça se transforme en catastrophe et que l'action gérontologique, elle vise plutôt à tirer cette maison, à la remettre plutôt en situation plus stable. Alors les personnes âgées, vous savez que c'est un groupe très hétérogène. Une personne âgée, ça signifie rien. Voilà, on voit des personnes voilà qui font du bodybuilding, d'autres qui sont en institution, en fauteuil roulant. Et en fait, il faut travailler sur cette diversité. Et l'analyse de cette approche nous permet de voir grosso modo qu'il y a à peu près, après 75 ans, à peu près 10% de personnes dépendantes, 50% de personnes vigoureuses et une quarantaine de pourcents de personnes fragiles ou préfragiles. C'est ce qu'on retrouve. Alors ça varie bien sûr en fonction des populations, des outils utilisés, mais grosso modo, c'est un ordre d'idées qui est globalement vrai. Voici notamment le papier dans la revue de Gilles que vous avez vu, qui est pas loin, et ce document de l'HAS qui insiste sur l'importance de repérer la fragilité chez les personnes âgées, notamment ambulatoires, et qui met aussi en avant ces critères de Fried dans ces 2 documents. Alors bien sûr, si on s'arrêtait là, ça serait très simple, mais ça serait trop simple. Et voilà, il y a eu plusieurs épisodes qui sont amenés. La vie est complexe, je suis désolé. Et en fait, en 2005, la fragilité a été reprise aussi, ce concept, par une autre approche qui est celle de l'accumulation des déficits. Globalement, à partir d'une très grosse étude de cohorte, Kenneth Rockwood, qui travaille à Halifax, donc tout à l'ouest du Canada, a construit un score complexe qui est basé sur plus de 70 items qui correspondent à des déficits ou des maladies, des comorbidités, et qui a réussi avec ça à faire une stratification très très fine de cette population, notamment pour prédire les mêmes choses qui sont l'entrée en institution et la mortalité, etc. Alors, comme c'était vraiment pas, c'est très intéressant, mais c'est pas utilisable du tout, c'est très loin de la portée des cliniciens. Il a travaillé aussi avec son équipe sur un score simplifié, élaboré à partir de ces concepts, score qu'il a appelé l'index de fragilité clinique.
le CFI. Et en fait, son originalité, c'est qu'il permet de stratifier les personnes, le gériatre peut stratifier les personnes en 9 catégories, je vais vous les montrer, et il peut faire cela assez facilement après avoir fait une évaluation gérontologique multidimensionnelle. Donc finalement, cette cotation de ce score est très rapide, c'est de l'ordre de moins de 2 ou 3 minutes. Par contre, il faut avoir fait toute l'évaluation gérontologique, ce qui peut prendre 1 heure, 2 heures, en fonction des situations, comme vous le savez. Mais l'intéressant, c'est qu'on a une vision très fine au départ du patient. Donc voilà ce Clinical Frailty Scale. Vous voyez ces 9 catégories qui vont de la personne super robuste à la personne en soins terminaux. Et vous voyez que pour chacun des stades, il décrit un certain nombre de caractéristiques. Ici, vous voyez l'apparition de la dépendance, avec des perturbations sur les IADL et les ADL. Et donc voilà, on peut coter comme ça la fragilité de quelqu'un après avoir fait une évaluation gérontologique multidimensionnelle. Et ce score marche très très bien, parce que vous voyez qu'aussi bien sur la survie que sur le risque d'entrée en institution, eh bien on arrive à stratifier la population et ce score est un très bon prédicteur. Et comme la vie est complexe aussi, on a assisté aussi sur ces concepts à une profusion d'instruments qui se sont nés petit à petit en disant bah oui, c'est très important d'identifier les gens qui vont devenir dépendants, rentrer en institution. Et aujourd'hui, vous voyez cette méta-analyse qui a été publiée cette année dans PLOS ONE nous montre qu'il y a 51 instruments proposés dans la littérature, dont une quarantaine établis ou validés chez des personnes vivant dans la communauté, avec des stratifications variables, quelquefois en 2 niveaux pour 23 instruments, ou bien en 3 niveaux ou plus pour 28 instruments. Et donc, vous voyez, les auteurs concluent que c'est très difficile de se faire une idée de tout ça pour un clinicien ou même un chercheur qui voudrait utiliser un instrument de fragilité. Donc, on arrive vraiment aujourd'hui à un peu de confusion sur le sujet en raison de cette évolution. Alors, pour vous illustrer la fragilité, voilà, on a un terrain qui est vulnérable avec tout ce que vous savez sur les malades âgés. On a des événements stresseurs comme l'infection, la douleur, les traumatismes, les vagues de chaleur, on a vu des illustrations, et cela peut produire une décompensation avec des complications gériatriques que vous connaissez, comme la déshydratation, la confusion mentale, la dénutrition, etc., les chutes, et c'est comme ça qu'on comprend ce modèle de fragilité. Alors les illustrations cliniques, eh bien, les maladies infectieuses, c'est un archétype de stresseur. On sait que la grippe, c'est le même virus qui circule. Eh bien, qui c'est qui meurt? Ce sont les personnes âgées et parce qu'ils sont fragiles en fait. La canicule de 2003, par exemple, ça a été aussi une illustration. Mais par exemple, la chirurgie aussi, notamment la chirurgie en urgence, est aussi un événement très stresseur. Et le risque de complications post-op est aussi pris quelquefois comme des indicateurs d'une fragilité antérieure. Alors, si on revient un petit peu à la question du jour, qui est l'insuffisance cardiaque, eh bien, on a pas mal d'études dans la littérature, je vous en montrerai quelques exemples, qui nous disent que la fragilité est fréquente chez les sujets âgés ayant une insuffisance cardiaque. Alors, vous me direz de quel pourcentage? Eh bien, cette fréquence, elle dépend de l'âge des populations étudiées et aussi des instruments utilisés. Mais dans tous les cas, vous allez le voir, elle est fréquente. Après, l'autre question, c'est de savoir quelle est la signification de la fragilité dans l'insuffisance cardiaque. Est-ce que ça doit nous amener à des attitudes thérapeutiques particulières? Et c'est un peu peut-être l'objet aussi de ces discussions. Ici, si vous regardez dans cette étude qui a porté sur près de 500 personnes âgées ayant une insuffisance cardiaque chronique, ces auteurs ont évalué la fragilité avec 6 outils différents, vous voyez. Si on regarde par exemple les critères de Fried, vous voyez que la moitié
des sujets âgés ayant une insuffisance cardiaque répondent au caractère de fragilité et que 32% répondent à la situation intermédiaire de préfragile. Donc grosso modo, vous voyez que plus de 70% est problématique. Quand on regarde avec d'autres outils comme l'outil de Rockwood dont je vous ai parlé, on retrouve des pourcentages globalement voisins. Bon, bien sûr, comme je vous l'ai dit, c'est un peu différent en fonction des instruments utilisés. Mais comme vous le voyez, la partie en noir, qui sont les personnes les plus fragiles, elles sont très nombreuses parmi les sujets âgés ayant une insuffisance cardiaque. Alors, quelle est la signification de cette fragilité ? En fait, je vous ai représenté ici sur cette diapositive un certain nombre de symptômes ou de signes qu'on voit dans l'insuffisance cardiaque et de même des composants caractéristiques de la fragilité selon Fried. Et il ne vous échappe pas qu'il y a un grand nombre de choses en commun, notamment la fatigue, la faiblesse musculaire, le fait de bouger peu, d'avoir un ralentissement de la vitesse de marche, un ralentissement tout court, la perte de poids, etc. Donc, est-ce que finalement, ce n'est pas normal de trouver beaucoup de fragilité chez ces personnes, puisque finalement, il y a un chevauchement entre les choses qui permettent de définir la fragilité et les symptômes même de cette maladie. Alors, pour élucider un peu tout ça, ces auteurs ont comparé, c'est un tableau un peu chargé, je m'en excuse, les personnes non fragiles, toujours insuffisants cardiaques, et les personnes fragiles sur différents caractères cliniques, des caractéristiques de la cardiopathie, des comorbidités, etc. Et globalement, on voit que les deux populations, elles sont quand même un petit peu différentes. Donc je passe vite, mais si ce tableau vous intéresse, vous retrouverez la publication. Les patients fragiles sont un peu plus âgés. Ils ont un stade NHIA plus fréquemment altéré. Ils ont plus souvent une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée. Ils ont un score de comorbidité plus élevé. Ils ont plus de maladies liées à l'athérosclérose, plus de démence, plus de dépression, plus d'anémie, plus de chute, plus d'incontinence. Donc on voit globalement que c'est quand même pas tout à fait la population et qu'ils ont un taux de BNP beaucoup plus élevé que ceux qui sont non fragiles. En plus, au niveau du traitement, ils ne sont pas traités de la même façon. Donc, globalement, on a l'impression que simplement le fait d'identifier une fragilité chez eux, ça nous permet déjà, d'un coup, d'identifier des patients des plus à risque, les plus complexes, parce qu'ils ont un certain nombre de facteurs, comme ça, de gravité défavorable de l'insuffisance cardiaque. Alors, cette méta-analyse parue dans le JAMDA, l'année dernière, a étudié finalement la valeur pronostique du phénotype de fragilité chez des patients ayant une insuffisance cardiaque. Donc vous voyez qu'il y a eu pas mal d'études identifiées dans la littérature et que globalement, on voit une augmentation significative de 59% du risque de mortalité chez les insuffisants cardiaques fragiles par rapport à ceux qui sont non fragiles. Donc on voit déjà deux intérêts. Le premier, c'est de grouper une population, je dirais, un peu plus grave. Et puis, deuxièmement, mais c'est logique, les plus graves, ils vont décéder davantage. Eh bien, on voit que ça a une valeur pronostique tout à fait réelle. Donc, double intérêt de la fragilité. Alors, ça a été étudié aussi dans cette même méta-analyse, le risque de réhospitalisation. Là encore, une augmentation significative de 31%, comme vous le voyez, du risque de réadmission après une décompensation cardiaque chez les insuffisants cardiaques fragiles par rapport aux insuffisants cardiaques non fragiles. Alors, comment faire en pratique clinique pour rechercher la fragilité ? Eh bien, la première des choses, bien sûr, c'est de choisir une méthode validée. Vous n'allez pas décider vous-même simplement au pifomètre si quelqu'un est fragile, pas fragile. Ça ne fonctionne pas comme ça. On vous conseille d'utiliser les critères de Fried. Voilà, c'est la position en France. Et donc, si vous l'adoptez, eh bien, je vais vous montrer un peu comment faire, en sachant que si la personne est identifiée comme fragile, il faudra de toutes les façons faire une évaluation gérontologique multidimensionnelle pour connaître les points de faiblesse de cette personne.
Vous pouvez aussi utiliser le Clinical Frailty Index. Notamment, nous, par exemple, on fait ça à l'hôpital puisqu'on fait l'évaluation gérontologique multidimensionnelle. Donc, ce n'est pas très difficile de compléter par ce type d'échelle. Ça ne prend pas beaucoup de temps et c'est tout à fait intéressant. Bien sûr, il y a des tas d'autres instruments qui peuvent être utilisés et il y a pas du... Enfin, vous pouvez les utiliser, mais voilà, après, c'est plus complexe. Alors, si vous voulez utiliser les critères de Fried, ce n'est pas si simple que ça. Déjà, il faut acheter un appareil qui est un dynamomètre de force de préhension. Ça permet de mesurer en kilogrammes la force que peut la force de préhension d'une personne et de la comparer à des abacs en fonction de l'âge et du sexe. Acheter un chronomètre, bon, ça c'est moins cher. Apprendre à mesurer la vitesse de marche, c'est pas si facile que ça. Si vous voulez le faire proprement, voilà, il faut vous organiser, avoir un petit parcours, une zone de départ pendant laquelle on chronomètre pas, une zone de décélération pendant laquelle on ne chronomètre pas, et puis utiliser un chronomètre. Et là, vous pouvez avoir une mesure qui veut dire quelque chose. Là encore, on compare à des abacs en fonction de l'âge et du sexe. Et puis, pour l'activité physique, la perte de poids et la fatigue, on ne fait pas ça au pifomètre. On utilise des critères bien précis, on utilise des questionnaires appropriés, notamment celui pour l'activité physique n'est pas si facile que ça quand on veut utiliser celui de la publication originale. Une fois que la personne est identifiée comme vulnérable, eh bien, il faut savoir pourquoi elle est fragile. Et là, bien sûr, rien ne vaut l'évaluation gériatrique multidimensionnelle que vous connaissez. Donc, je passe un peu puisque tout le monde ici le connaît. Mais on insiste maintenant de plus en plus sur la fonction musculaire, notamment les critères de Fried sont très, très liés aux questions de la sarcopénie et c'est probablement par là que passe le risque de chute, etc. Mais vous voyez, il faut évaluer un peu tous ces domaines-là. C'est le travail des équipes de gériatrie. Alors, je vous propose un algorithme un peu qui est personnel et qui, voilà, les personnes de plus de 75 ans, la première question, c'est de se poser, est-ce qu'ils sont indépendants ou est-ce qu'ils sont déjà dépendants? S'ils sont dépendants, eh bien, là, la recherche des critères de Fried n'a pas beaucoup d'intérêt, pas beaucoup de sens. Il est plus utile et plus pragmatique d'aller directement sur une évaluation gériatrique et de proposer les interventions, bien évidemment, qui vont avec cette évaluation. Si la personne est indépendante, là, c'est tout à fait logique de faire la recherche de fragilité par les critères de Fried. Si cette évaluation répond qu'elle n'est pas fragile, eh bien, on en reste là. Si elle est fragile ou préfragile, eh bien, on repasse par l'évaluation gérontologique standardisée et les interventions ciblées, avec une petite variante qu'on voit aussi dans la littérature, c'est que certaines personnes ne proposent pas de faire cette EGS, mais disent finalement, on va faire des interventions multifactorielles, on va donner des conseils de prévention surtout, les gens feront ce qu'ils voudront, et les interventions ne sont pas aussi ciblées que lorsqu'on fait une évaluation gériatrique, par exemple, on identifie une dépression, une dénutrition, on va avoir des actions plus spécifiques que si on reste sur la démarche plurifactorielle. Donc je reviens sur la diapositive que vous avez déjà vue tout à l'heure pour vous rappeler que la finalité, c'est de mettre en œuvre des actions pour compenser, s'opposer aux facteurs de faiblesse qui rendent la personne fragile. Dans l'insuffisance cardiaque, eh bien, la fragilité est un élément supplémentaire pour identifier les cas les plus graves qui ont un mauvais pronostic. À mon avis, l'évaluation gérontologique, eh bien, elle a toute sa place chez ces personnes. Et l'idée, c'est de mettre en œuvre des actions qui permettent d'optimiser à la fois le traitement cardiovasculaire, mais aussi la prise en charge gérontologique. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup.